Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu au PSG avec le match contre Rennes dimanche en perspective, mais bien sûr une grosse partie de la vidéo restera consacrée au Mercato où je vais encore vous soumettre une idée un peu originale qui vise à sortir du débat très classique de quel neuf au PSG. On va pas se poser cette question, plutôt se décentrer pour ouvrir de nouveaux débats. Mais commençons par revenir sur les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions qui se sont terminés mercredi, pas franchement enthousiasmant, et le PSG qui est avec Manchester City, l'équipe la mieux placée pour se qualifier. Résultat le plus favorable avec deux interprétations. D'abord, mettre 2 buts à la Real Sociedad qui était la meilleure défense en phase de poule et qui en Espagne est réputée pour être une défense qui ne craque pas. C'est un bon point. Et ensuite, pour inverser la perspective, on peut se dire que la Real qui doit mettre 3 buts au match retour, sachant que c'est une équipe qui ne carbure pas offensivement et qui n'a toujours pas récupéré son numéro 9 le plus efficace, c'est aussi un point favorable en vue d'une qualification en quart de finale. Pour rester sur notre adversaire, ils ont gagné 2-1 en fin de match ce week-end et comme je l'ai dit, ils n'ont toujours pas récupéré Oyarzabal qui avait fait le déplacement au Parc des Princes, qui s'était testé la veille et qui avait finalement déclaré forfait. Je crois qu'il est blessé au genou depuis début février. Donc ça remonte un peu. Le tableau de la Ligue des Champions est assez faible. Une faiblesse qu'on peut qualifier d'inédite. Donc si en quart de finale on a de la chance, puisqu'il va y avoir un tirage au sort aux alentours du 15 mars, je crois, ça peut aller vite derrière. On peut faire un parcours assez intéressant et en fonction des adversaires, si tu réussis à arriver en finale, bien sûr, ce sera du 50-50 avec en ta possession quelqu'un qui doit espérer bien sûr voir ce scénario arriver, Kylian Mbappé pour partir en héros. Évidemment, ce serait le scénario parfait pour lui. Et si on a une équipe assez prenable en quart, qu'on se qualifie en demi, pour moi, très honnêtement, alors l'Inter, c'est vrai, m'a pas surpris cette semaine parce que c'est une équipe que j'adore suivre. J'adore Inzaghi, je trouve qu'il fait un travail absolument formidable. Un coach plus pour les tournois que les championnats. Mais voilà, on a eu une vraie opposition. C'était peut-être le match qui ressemblait le plus à un match de Ligue des Champions. Même si l'Atlético en face n'ont pas proposé grand-chose et techniquement il y a eu aussi quelques déchets. Mais les sorties de balles, la variété dans les attaques, les contre-attaques aussi parfois. Lautaro qu'on a pu voir à l'œuvre, même si il a un peu pêché dans les 1 contre 1 face au gardien. Donc voilà, cet Inter, oui, peut faire peur, mais personnellement, je retiens que City et le Real Madrid, qui pour moi sont vraiment dans une autre catégorie. Pour le reste, c'est du 50-50, peut-être du 60-40. Allez, si on affronte l'Inter en leur faveur, parce que c'est une équipe bien mieux rodée que nous. Mais voilà, tu as quand même des individualités qui sont assez intéressantes. Et c'est pour ça que j'aimerais faire passer un peu ce message d'optimisme. Pas d'arrogance, mais d'optimisme quant à ce parcours européen. Peut-être que tout peut s'arrêter au prochain tirage au sort, quand on aura tiré le Manchester City de Pep Guardiola. Bref, le PSG qui a donc fait son retour à l'entraînement mercredi à 17h. Luis Enrique avait donné 2 jours et demi de repos aux joueurs, comme la dernière fois avant le match à Brest en Ligue 1. Alors ça s'était soldé sur un match de merde, puisqu'on avait fait match nul 2-2 et dans le contenu, c'était vraiment pas bon. Les joueurs avaient lâché en deuxième mi-temps. À ce moment-là, rappelez-vous, on avait signalé dans les vidéos ce repos peut-être un peu trop grand, à un moment où tu aurais pu travailler des choses tactiques comme les coups de pied arrêtés. Ça a été fait depuis. On a marqué sur un corner face à la Real Sociedad. Ou alors les sorties de balles. Ça, par contre, ça n'a pas vraiment été travaillé. Luis Enrique a le même circuit préférentiel et j'aimerais beaucoup plus de variété, même si ça dépend aussi de la qualité des joueurs dont tu disposes. Bien sûr, le mercato cet été, si tu recrutes des bons joueurs, pourrait changer la donne là-dessus. Donc voilà. Donc mercredi 17h, hier entraînement complet. Luis Enrique, alors, Marquinhos n'a pas fait l'intégralité des 2 séances. Il est toujours touché. C'est à la jambe gauche, après le match contre Nantes. Bon, globalement, ces dernières semaines, il forçait. Il était déjà sorti pour un petit coup, si je dis pas de bêtises, c'est face à Lille ou face à Brest. Je pense qu'il y a des matchs qu'il a joué en étant à moitié blessé. Donc on espère que c'est pas trop grave pour lui, parce qu'on est vraiment sur un fil en défense. Et donc Luis Enrique a convoqué des jeunes. Joan Gadou, en défense, donc pour pallier... pallier pour Marquinhos, et puis les traditionnels, Ethan Mbappé, Yoram Zag et Seny Mayulu, qu'on avait vu à l'œuvre de manière très positive en Coupe de France en janvier, mais qu'on n'a plus revu ces derniers temps. En Ligue 1, on a de l'avance. 14 points sur Brest. Rennes, alors,
c'est une équipe qui nous a gagné plusieurs fois, mais c'était à chaque fois à l'extérieur, hein, au Parc des Princes. On s'en sort toujours à peu près face à cette équipe qui en plus a joué jeudi contre Milan en Ligue Europa. Nous, on a eu toute la semaine pour se reposer, donc franchement, j'espère qu'on va boucler le match à la mi-temps ou avant l'heure de jeu. Et si c'est le cas, j'attends de Luis Enrique de faire jouer quand même au moins Seny Mayulu, les petits jeunes, parce que ça peut être quelque chose qu'on peut imputer à Luis Enrique cette saison, ne pas assez mettre en avant les jeunes. Hein, pour ceux qui se plaignaient, c'était la tendance de démonter Maurizio Pochettino à l'époque de Xavi Simons et Edouard Michu. Bon, j'entends un peu moins les supporters centre de formation avec Luis Enrique. Donc vraiment, parce que Seny Mayulu, alors on a envie de le voir déjà, parce que c'est un joueur qui est bon des deux pieds, qu'on a envie de voir à son poste préférentiel qui est plus vers l'axe, sachant que Luis Enrique l'a mis un peu plus sur des positions excentrées quand on l'a vu face à Revel ou Orléans. Et puis surtout, il est en fin de contrat aspirant en juin. Il y a Dortmund sur ses traces. On en parlait dans la vidéo sur Xavi Simons lundi, je crois. Dortmund, c'est pas Leipzig. Leipzig, tous les joueurs qui nous ont pris, c'était dans le cadre d'un transfert. Ils nous ont payé. Dortmund, s'ils peuvent le prendre gratuitement, ils vont le faire. Ils sont très agressifs et évidemment, ils font des déclarations à chaque fois sur le PSG, le Qatar. Mats Hummels, cette semaine, a encore cité le PSG. Il a évidemment encore mauvaise du penalty qui avait été sifflé au match aller qui remonte à septembre. Hein, penalty qui en plus était juste et il a fait 2 ou 3 déclarations, je crois, depuis ce moment-là sur ce fameux penalty. Donc bien sûr, voilà, il faut essayer de sécuriser ce petit jeune qui m'a l'air quand même assez intéressant. Nuno Mendes, bonne nouvelle puisqu'il enchaîne les séances complètes. Alors ça c'est évidemment très bon hein, puisqu'en août il avait repris l'entraînement, il avait rechuté et au final il s'était fait opérer. Par contre, je pense que la titularisation à Saint-Sébastien, donc le 5 mars, ça me paraît compliqué de l'envisager, sachant qu'il aurait 2 matchs tout au plus et que je ne le vois pas disputer 90 minutes sur l'un des 2 matchs qui arrivent. Donc pour moi, il ne sera pas titulaire. Et même à l'échelle de la saison, c'est intéressant. Je pense pas que Luis Enrique fera de gros changements tactiques pour le mettre dans de bonnes conditions dès cette saison, dans le sens où il va revenir. Il va falloir le préserver, déjà un retour progressif, jouer des minutes, des demi-heures, des mi-temps, et ensuite 90, et ensuite espérer avoir une dynamique, une forme physique olympique. Et donc, dans cette perspective, je pense que Luis Enrique préférera lui donner ce rôle de latéral gauche que Lucas Hernandez a actuellement, qui le bridera offensivement, oui, mais qui physiquement fera qu'il n'aura pas à faire les allers-retours incessants sur son côté, se démener. Peut-être aussi sur certains matchs, si tu veux le mettre en avant offensivement ou faire souffler Barcola, tu l'alignes ailier gauche. Typiquement, dans le système, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Où là, par exemple, il aurait moins de rigueur défensive à avoir en matière de placement et moins de volume de course, évidemment, à abattre. Donc je pense que pour cette saison, faut pas fétichiser le retour de Nuno Mendes. Par contre, cet été, il peut vraiment y avoir de grosses questions à se poser. Je soumettais l'idée de recruter quelqu'un pour le mettre en concurrence, mais même pas pour le mettre en concurrence, juste Nuno est un joueur qui se blesse beaucoup et c'était le cas avant sa signature au PSG, donc recruter quelqu'un de fiable et tout ça. Si la question d'un départ d'Hakimi se pose, pourquoi pas recruter un gros latéral gauche et changer le pôle de créativité de l'équipe? Alors vous me direz, est-ce que Ousmane Dembélé, il faudrait le replacer à gauche, sachant que la dernière fois, on l'a vu. Alors bon, on l'a vu 10 minutes contre la Real Sociedad, ça n'avait pas été trop ça. En fin de match, face à Amari Traoré blessé, Luis Enrique voulait appuyer avec Dembélé, et au final, ça n'avait pas trop marché, il l'avait sorti 10 minutes après. Mais voilà, cette question, par exemple, peut se poser. Bon, ça, c'est pour cet été, hein, rendez-vous au mois de juillet. D'ailleurs, en parlant de Nuno, le petit Serif Naga, rappelez-vous, qui lui ressemble, du moins physiquement, qu'on avait pris librement, parce qu'il avait quitté Porto l'été d'avant, et on l'a recruté à l'hiver, je crois. Donc en fait, il avait fait 4-5 mois libre, sans club. On lui a signé un contrat stagiaire jusqu'en 2025. Il a fait la pré-saison avec les pros. Là, on le voit un peu moins. Alors, début janvier, il s'est entraîné avec les pros. Mais là, je crois que Luis Enrique l'a pas appelé, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On a un joueur, je crois, qui ne va pas décrocher son contrat professionnel. On rappelle que le PSG a lancé une nouvelle politique qui vise à donner des contrats pro que aux joueurs qui les méritent réellement. Et Serif Naga, je sais pas s'il en fera partie, en fait. Dans 1 an, il est en fin de contrat. En U19,
pareil, il s'impose pas vraiment, hein. Il y a Cordier qui lui est passé devant. Donc, ce petit joueur qu'on voyait un peu sur Twitter quand il a signé tout ça, j'ai l'impression qu'il n'a pas vraiment confirmé. Skriniar est en avance sur son programme de récupération après sa blessure contre Toulouse début janvier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en avance? Sachant que le PSG n'a pas vraiment communiqué sur sa durée d'absence, on peut pas trop tirer de conclusion, savoir si on va le revoir peut-être en fin de saison. Ce serait déjà un bon point pour lui. Et donc maintenant passons au mercato avec donc déjà Mbappé au Real. Le contrat se précise, il aurait négocié donc 15 à 20 millions de salaire net sans les bonus, sans la prime à la signature de 130 millions qui je pense sera étalée donc sur les 50 contrats, ce qui devrait pousser le salaire, enfin ce que lui verse le Real à 50 millions en gros, enfin quasiment ce qui touche ici. Le plus intéressant, c'est aussi les droits à l'image, parce qu'aujourd'hui donc il a 100%, le Real d'habitude fait 50-50, et donc il a négocié 100% des droits à l'image sur les contrats qu'il a actuellement, donc qu'il a signé auparavant. On peut citer ceux avec Nike. Évidemment, il a aussi Hublot, les montres, et Oakley, les lunettes, là, on le voit parfois sur les affiches. Par contre, donc pour cela, 100% de ses droits à l'image. Pour les contrats qu'il signera à l'avenir, quand il aura signé au Real, ce sera 80-20. Voilà, 80 joueurs, 20 Real Madrid. Et concernant la prime à la signature, il y a El Chiriquinto qui a parlé de 40 millions. Et mon cul, c'est du poulet, bien évidemment. Donc on est au-dessus des 100 millions. On va voir là, hein. Rappelez-vous l'idée soumise par Loïc Tanzi, enfin non, l'info carrément, fournie par Loïc Tanzi, comme quoi Mbappé voulait reverser une partie de sa prime à la signature au PSG pour faire comme si on avait une indemnité. Moi les gars, j'ai vraiment hâte d'être au 1er juillet et savoir si ça s'est réellement passé ou si c'est qu'une posture de communication du club ou du joueur, peut-être plus du joueur, pour soigner sa sortie, du moins à l'instant T, faire passer la pilule. Donc en attaque, ça va être très compliqué de recruter. Moi, c'est le poste qui m'enthousiasme le moins, parce qu'en défense, évidemment, il y a Lenny Yoro qu'il va falloir aller chercher. Je pense qu'il y a des défenseurs centraux qui sont intéressants, même un De Ligt, un Upamecano, enfin voilà, moi ça me ferait super plaisir de faire des vidéos sur eux. Après, bon, il y a des mauvais points aussi hein, sur eux à mettre en avant. Au milieu de terrain, bon, là, c'est quand même assez ouvert. Là, on attend au tournant le club. Je pense que c'est le poste où j'attends le plus le club. Par contre, en attaque, les gars, faire des vidéos sur Osimhen, sur Lautaro, qui me semble assez inatteignable. Alvarez de Manchester City, c'est un peu pareil. Je suis beaucoup moins enthousiaste. Hein. Ça va être très compliqué. D'autant plus qu'aujourd'hui, le marché est complètement déréglé. Tu as des neufs moyens qui valent des chiffres, des sommes à 9 chiffres, évidemment. Alors, on en a fait les frais cet été, bien évidemment. Pourtant, Mbappé va partir. Mbappé, c'est une star. Le PSG, bien évidemment, ça fait partie de son histoire. Hein. On rappelle qu'il a été créé par des figures du showbiz, de la mode et tout ça. Donc, il va falloir un joueur un peu bankable. Voilà. Et si tu veux une star, c'est à ce poste, bien sûr, parce que les attaquants, c'est ceux qui brillent le plus, c'est ceux qui mettent les buts, on va pas se mentir, et donc pour le rayonnement, la billetterie, c'est quand même très important. Aujourd'hui, tu as Lee Kang-in, mais alors Lee Kang-in, moi, il me fait trop rire, les gars, c'est exceptionnel. Dans cette saison d'un calme plat, on a eu une polémique extraordinaire venue de Corée. Lee Kang-in qui se serait battu avec Heung-min Son, le capitaine, donc son capitaine, en sélection, parce que Lee Kang-in est parti jouer au ping-pong avec ses potes pendant un repas, et Heung-min Son les a rappelés à table. Et eux, ils se sont mis à vouloir se battre avec lui. Exceptionnel. Alors, ça a pris une énorme ampleur là-bas. Il a dû s'excuser 15 fois sur les réseaux sociaux. Là, du coup, les 2 jours et demi de repos que Luis Enrique a donné, il les a utilisés pour aller à Londres, voir Heung-min Son, s'expliquer. Et pour que Heung-min Son aussi appelle à l'apaisement, parce que là-bas, alors, je suis pas trop au courant, mais je crois qu'aussi au niveau des contrats sponsoring, Lee Kang-in commence à être boycotté et tout ça. Enfin, c'est une dinguerie totale ce qui se passe. Donc bref, on a recruté le Coréen le plus sanguin, et ne me dites pas que c'est depuis qu'il a signé au PSG, parce que reprenez les vidéos au moment où il signe, on soulignait déjà qu'à Valence, ses anciens coéquipiers le caractérisaient comme trempé au niveau du caractère. Bon bref, pour le poste de numéro 9, ok, j'ai pas de souci à dire qu'il faut en recruter un, parce qu'en fait aujourd'hui ton numéro 9 c'est Mbappé et il part, tout simplement. Voilà, et les autres sont quand même très mauvais. Alors, Osimhen semble être la priorité. Ça, c'est vraiment... voilà, je pense que
Loïc Tandy même l'a dit, tout le monde en parle, et c'est logique, parce qu'il va partir de Naples, il a négocié une prolongation, enfin dernièrement jusqu'en 2026, mais pour la clause libératoire qui lui permet de partir en juin, qui va être la suite logique de son aventure là-bas. Il est très intéressant pour les contre-pressing, les replis défensifs. C'est vrai que c'est un joueur qui abat beaucoup de courses, mais dans ce domaine-là, Gonzalo Ramos est vraiment très bon. C'est vraiment le point où Ramos est très intéressant. Sa capacité à se placer sur des trajectoires de passe entre le central et le latéral, les orientations du corps, évidemment les courses dont il n'est pas avare. Donc vraiment ça, voilà, Gonzalo est bon. Alors après, c'est vrai que Osimhen, pour attaquer la profondeur, par exemple sur les contre-attaques, c'est un joueur très intéressant, bonne qualité de finition. J'ai quelques doutes bien sûr techniquement. Par exemple, un Lautaro est bien meilleur techniquement. Enfin, on l'a vu sur le match face à l'Atlético, les remises et tout ça, je me disais waouh, franchement, si tu prends un mec comme ça qui réussit, ce qui réussit dans le jeu. Alors après, c'est sûr que voilà, face au gardien, dans le dernier tiers, il a été un petit peu moins bon. Et il y a aussi d'autres interrogations sur Lautaro. Alors la première, c'est évidemment, je pense, la faisabilité du transfert, parce que s'il est en négociation avec l'Inter, c'est le capitaine, il adore le club, il veut rester. Ça négocie pour 8 millions de salaire, donc déjà, il faudrait aligner un salaire démentiel. En termes d'indemnité, je pense pas que l'Inter le laissera partir en dessous de 120 voire 150 millions. Ensuite, il y a des petites interrogations sur sa capacité à jouer seul devant, puisqu'aujourd'hui, il joue accompagné de Marcus Thuram, qui est quand même très bon cette saison, très surprenant, la signature libre de Marcus Thuram. Enfin, c'est la spécialité de Marotta, signer les joueurs libres. D'ailleurs, il en a déjà ficelé pour cet été. C'est exceptionnel. Vraiment, cet Inter est assez exceptionnel de flair sur le mercato et d'adaptation des joueurs. Et pour revenir sur le système d'Inzaghi, évidemment, il est très prononcé. Ça fait des années que certains jouent ensemble. On peut se dire que Lautaro, peut-être hors de ce système bien rodé, ça pourrait un peu moins bien marcher. Il y a aussi son gabarit, 1m74, même si il se débrouille plutôt bien, on peut s'interroger là-dessus. Mais moi, j'aimerais décaler la question sur le poste d'ailier. Je pense qu'il ne faut absolument pas délaisser le poste d'ailier. Je dis pas qu'il faut recruter un ailier plutôt qu'un numéro 9, mais en ce moment, la tendance, vous le savez, les supporters, dès qu'il y en a un qui dit un truc, tout le monde suit, donc là, on est tous focus sur le numéro 9. Moi, je pose juste une question. Aujourd'hui, on a des ailiers. Pas de problème, plus que jamais, je pense, sous l'ère QSI. Dembélé, Barcola, Kolo Muani, bon, Mbappé, peut-être aussi Nuno Mendes, comme je le disais il y a 2 minutes, mais de tous ces ailiers, lequel repique dans l'axe et apprécie jouer dans le demi-espace, vers l'axe et la densité? Bah finalement, Ousmane Dembélé et personne d'autre. Ousmane est le seul qui va aller provoquer, faire les différences en 1 contre 1, repiquer dans l'axe, et sachant que je pense quand même que les ailiers sont plus importants que le numéro 9 dans le système de Luis Enrique, dans le sens où ce système repose sur les différences individuelles que tu fais sur les côtés. C'est vraiment sur les côtés qu'on veut les faire, parce que perdre un ballon sur le côté, c'est moins dangereux que dans l'axe, bien évidemment. Mais moi, je me dis, pourquoi pas recruter un ailier qui sait jouer demi-espace et dans l'axe. Alors, au poste d'ailier, on a eu Raphaël Leao, 175 millions, il faut jamais les mettre. Personnellement, je suis un peu sceptique sur lui. On l'a vu ce week-end, par exemple, face à Nantes, face à tous les blocs bas qu'on joue en Ligue 1, et ça va continuer, puisque le PSG, je rappelle que le PSG, ces dernières années, était beaucoup moins souverain en Ligue 1. Là, cette année, on a retrouvé nos points d'avance, et les matchs avec la possession à 100%. Donc, les bus qu'on avait à l'époque 2015-2016, qu'on avait un peu perdu ces dernières années, on va les retrouver la saison prochaine. On l'a vu face à Nantes, il faut des mecs qui vont provoquer, qui repiquent dans l'axe pour faire la différence et se rapprocher du but. Parce que déborder, c'est bien gentil, mais derrière, bon, déjà actuellement, t'as pas numéro 9 pour reprendre les centres, et ensuite en Ligue 1, avec les latéraux, les défenseurs centraux qui sont très larges, c'est difficile de mener les actions avec un centre à la fin. En ce sens, quitte à rester à Naples, moi je soumets l'idée du petit géorgien Gvara. Alors vous me direz, cette saison c'est compliqué pour lui, il peine à confirmer, et donc finalement il n'a qu'une seule saison, la saison dernière, comme référence en Europe. C'est assez vrai, mais enfin, cette saison, le Napoli, c'est quand même 3 entraîneurs. Garcia, ensuite Mazzarri, de novembre jusqu'à maintenant, puisque Calzona, nouvel entraîneur pour eux, a officié pour la première fois contre Barcelone cette semaine. Donc bon, je pense que le contexte collectif n'est pas propice à de bonnes performances de Gvara, et surtout, pour rester sur le contexte collectif, je reviendrai sur celui de l'année dernière au Napoli, avec Spalletti, qui jouait en 4-3-3, 4-2-3-1, où Gvara était l'ailier gauche à proprement parler, et le Napoli, une équipe de possession qui pressait.
62% de possession en moyenne en Serie A. Ça vous fait penser à qui? Bah, au PSG de Luis Enrique. Moi, je trouve quand même quelques similitudes dans le Napoli. Enfin, pas entre le Napoli de Spalletti et le PSG de Luis Enrique, mais je trouve des similitudes entre le rôle de Gvara l'année dernière et le rôle qui lui serait donné s'il venait au PSG. Et vraiment, je pense que c'est le genre de joueur qui s'inscrirait parfaitement dans le système Luis Enrique. Un Osimhen, si on parle très objectivement, je suis pas sûr que Luis Enrique soit très enthousiaste à l'idée de le recruter. Par contre, un Gvara qui met de très jolis buts, notamment de loin, face au bloc bas, c'est intéressant. Il est bon des deux pieds, limite ambidextre, même si certains vous diront que non. Ça reste quand même un très bon dribbleur, voilà, quelqu'un qui va faire beaucoup de différence, même si parfois sur les fins d'action, il peut un peu forcer ses choix, faire la touche de trop. C'est vraiment un ailier, alors qui déborde, mais qui surtout repique vraiment dans l'axe, qui apprécie et qui connaît en fait le demi-espace, la densité. Et c'est pour ça que je soumets cette petite idée. Alors après, il a un agent qui paraît bizarre. Pourquoi? Parce qu'en septembre, on a eu un communiqué du Napoli officiel pour dire qu'en fait, il n'y avait aucune négociation de prolongation et que toutes les rumeurs de prolongue, c'était l'agent du joueur lui-même qui les faisait filtrer en fait. Donc il a été accusé par le club de manière officielle dans un communiqué. Bon, puisqu'en fait, il y avait des rumeurs à ce moment d'une prolongation à 3-4 millions de salaire pour Gvara. Et au final, il n'en est rien puisque De Laurentiis a pris la parole il y a quelques semaines pour... Non, je crois que c'était en novembre. Pour dire qu'avec Vara, ils ont discuté, il l'a pris dans son bureau et ils ont dit on reparle de la prolongation en fin de saison. C'est un scénario un peu spécial. Quand tu as une pépite, attendre la fin de saison, le moment où les plus grands clubs européens pourront te faire de la concurrence sur la signature du prochain contrat, je trouve ça un peu chelou en fait, tu vois. Et pour rester sur son agent, il a aussi fait une déclaration complètement dingue sur Osimhen. Bon, je pense on a affaire à un agent aigri, frustré, qui n'arrive pas à négocier la prolongation de son joueur. Et donc, il a dit, Osimhen a prolongé à Naples, ce qui est vrai, puisque Osimhen a eu un contrat de port à 10 millions par an jusqu'en 2026, mais avec la clause libératoire, comme je disais, pour partir en fin de saison, je pense. Et donc, il a dit, Osimhen, il a prolongé, il a eu un gros salaire, mais il a prolongé, c'est pas pour autant qu'il est fiable, hein. Osimhen, vous lui proposez l'Arabie Saoudite, il se casse. Voilà ce que l'agent de Gvara a dit publiquement. Et donc Osimhen avait répondu en story Instagram, ouais, t'es qu'une honte, reste, garde ton nom loin de moi et tout ça. Bon, ça avait fait quand même de sacrées embrouilles. Donc je pense que là, Gvara, il aurait plutôt intérêt à changer d'agent. Hein, déjà parce qu'il n'arrive pas à lui négocier la prolongation. Je rappelle qu'aujourd'hui, il touche 1 200 000 euros par an, ce qui est quand même pas énorme après la saison dernière. Il a même pas réussi à capitaliser sur la saison dernière. Bon bref, enfin oui, il faut changer d'agent très clairement. S'il pouvait prendre George Mendes, je dis oui les gars. Donc aujourd'hui, il touche 1,2 million. Évidemment qu'il y a quelque chose à faire. Évidemment qu'il y a un contrat à aller lui proposer, essayer de convaincre le joueur avant le Napoli, puisque à la différence d'Osimhen, 1,2 million, tu lui en proposes 5, 6, voire 7. Le joueur, il accepte, hein, tu lui triples son salaire, là, voire quadruple. Alors que Rashford, qu'on pisse depuis longtemps, ce serait plus de 20 millions de salaire. Je rappelle que c'est un salaire de porc qu'il a actuellement à Manchester, et il a prolongé l'été dernier. Osimhen, comme j'ai dit, 10 millions actuellement. Lautaro, c'est les mêmes fourchettes. Donc même en termes de salaire, en fait, Luis Campos qui nous dit qu'il faut absolument rééquilibrer les comptes du PSG, faire la masse salariale assainie et tout ça, bah écoutez, moi, je soumets l'idée du petit Géorgien qui me plaît et qui, pour moi... Enfin, en fait, dans le système Luis Enrique, je suis désolé, les gars, c'est le joueur qui, devant, s'inscrirait le plus. Et puis, pour ceux qui me diraient, oui, Barcola, la progression, bah déjà, la concurrence, c'est le lot de tous les grands clubs. Hein. Aujourd'hui, il y a Vinicius au Real qui voit Kylian Mbappé arriver. Et puis, ce sont deux profils très différents. Je rappelle que Dembélé, bon, jusque-là, il s'est pas blessé, on lui souhaite pas, mais il y a cette éventualité qu'il faut prendre en compte. Avec Barcola, pour l'instant, ça va, c'est vraiment très intéressant. Mais moi, je suis désolé, je vois pas en Barcola l'ailier qui a une palette très large de dribbles. Hein. À chaque fois, c'est un peu les mêmes gestes. Alors après, bien sûr, il peut encore progresser. Il a que 21 ans. Hein. Donc, il peut progresser sur les dribbles. Aujourd'hui, il fait sensiblement les mêmes sur chaque action. C'est pas une critique puisque ça marche. Et j'adore Barcola. Simplement, je qualifierais pas Barcola de phénomène mondial, en fait. Et si je peux recruter quelqu'un qui va venir un peu le challenger, le mettre en concurrence, ou alors s'il est dans une mauvaise passe, le remplacer parce que c'est l'équipe avant tout, je me gênerais pas, en fait. Plutôt que de remettre encore 100 millions sur un numéro 9 qui s'inscrira pas dans le système parce que Luis Enrique, le numéro 9, c'est pas forcément un poste qui est privilégié dans ce 4-3-3.
C'est surtout un poste où tu peux mettre Xavi Simons, hein, parce que ne venez pas me dire, oui, Xavi Simons, c'est l'ailier gauche. Non, dans le système de Luis Enrique, tu peux pas demander à Xavi Simons de porter le ballon comme le font nos ailiers, de faire des différences en 1 contre 1 comme ils le font. Et surtout, Xavi Simons a besoin d'être proche du but, parce que c'est sa première qualité qu'il faut exploiter au maximum, son instinct de buteur dans le dernier geste. Bref, j'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. Voilà, on a débroussaillé un petit peu le mercato qui va nous attendre. Je suis plutôt content parce qu'on l'a fait de manière originale. Hein. J'aurais pu vous faire des vidéos analyses détaillées de Victor Osimhen, Lautaro Martinez et tout ça, mais on a un peu décalé le curseur. Hein. Vous le savez les gars, l'objectif sur la chaîne, c'est pas de vous faire les discours un peu bateaux qu'on voit partout. Et voilà, prendre position sur les débats très classiques, mais plutôt essayer de décentrer pour compléter et vous apporter des compléments. Et ça me paraît intéressant de réfléchir à ce poste d'ailier, ou du moins ne pas le délaisser, parce que c'est un poste de prédilection, en fait, dans le système de Luis Enrique, qui repose sur les différences individuelles faites sur les côtés. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dimanche. Alors, c'est pas sûr que je fasse ce débrief parce que les gars, je serai en Laponie, pardon. Lapsus avec Napoli qu'on a prononcé 15 fois pendant la vidéo, au village du Père Noël, donc je sais pas la wifi que j'aurai dans le Airbnb. Si ça marche, vous aurez le petit débrief. Ah mais non, putain, le match, je vais pas pouvoir le regarder, c'est crypté Canal quand on va à l'étranger. Ah merde, putain, il faudrait... Ah putain. Bon bref, ça vient tout juste de me passer par la tête que Canal est crypté quand on se casse, merde. En plus... Ah mais non, c'est Prime. Ah, Prime, je crois que c'est pas crypté. Non, attends, c'est à 17h le match. Donc si c'est à 17h, c'est peut-être pas sur Prime. Oh si, je crois que c'est sur Prime les matchs à 17h. Bon bref, bonne soirée à tous les gars. Dimanche, ne m'attendez pas. S'il y a un débrief, c'est miraculeux. Ciao.